Allez, yo tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Xamarin où on va du coup stocker, enfin permettre le stockage de données dans une base de données locale. Ce sera donc SQLite que l'on va utiliser. Alors, première question, quand est-ce qu'il faut utiliser une base de données pour votre application? Alors, il existe sur Xamarin la possibilité de stocker des données généralement de trois manières. On aura les préférences, c'est-à-dire des options des options que l'on peut définir directement dans l'application, par exemple avec des cases à cocher, des paramètres utilisateurs tels que le thème de l'application, qui soit sombre ou clair. Ici, ce sera stocké dans un dictionnaire de paires clés-valeurs. Donc ça, voilà, les préférences, c'est un dictionnaire. On peut aussi stocker des données dans un système de fichiers. Donc dans le système de fichiers d'Android, on peut y écrire des fichiers XML, JSON, peu importe, directement sur l'appareil. Et on a du coup le cas de la base de données. Alors l'avantage de la base de données, c'est que c'est une base de données relationnelle. C'est vraiment la notion de relation qui est importante. Donc par rapport aux fichiers stockés sur l'appareil, ici il n'y a pas de relation. Alors qu'avec une base de données, si vous avez par exemple un réseau social qui vous permet, ou une application qui vous permet de créer des publications, forcément la publication a une relation avec l'utilisateur qui l'a créé, et il a une notion aussi d'horodatage. Donc ici, il nous faut une base de données pour mettre cette relation en place entre l'utilisateur et les publications. Donc voilà quand utiliser une base de données. Il faut savoir aussi avant de commencer à coder que du coup, pour isoler nos fichiers, donc notamment la base de données, puisque la base de données ici avec SQLite va être en fait un fichier, c'est-à-dire que la base de données va être stockée dans un fichier que l'on va nommer comme l'on souhaite, et en fait on va la stocker dans le bac à sable d'application. Alors le bac à sable d'application, c'est une zone privée avec laquelle votre application peut travailler. Aucune autre application ne peut accéder à cette zone, hormis le système d'exploitation lui-même. Donc, en gros, c'est un répertoire propre à votre application Xamarin ou Android, quoi, qu'on obtient grâce à une ligne de code en C#. Et donc, grâce à ça, on peut stocker de manière plus ou moins sécurisée la base de données, du coup, sans qu'il n'y ait de modifications possibles, hormis depuis votre application. Donc du coup, on va commencer en se rendant sur Visual Studio avec une application xamarin.forms. On va commencer par se rendre dans notre fichier app.xml.cs. Donc il doit ressembler à ça. Ce que l'on peut faire du coup, c'est commencer par créer une variable globale de type string, donc une chaîne de caractères que l'on va appeler dbPath, qui est égal à path.combine. Alors si le path est en rouge et souligné en rouge, c'est normal, c'est parce qu'il faut du coup utiliser le using system.io. Entre parenthèses, du coup en paramètres ici, on peut y passer un tableau de chaîne de caractères. Nous, on va du coup utiliser xamarin.echange-chals, donc n'oubliez pas le using, et on va utiliser la classe statique, du moins le champ statique filesystem.appdata-directory. Avec une virgule, du coup, on passe en fait à un répertoire suivant. C'est-à-dire qu'ici on est dans le répertoire appdata directory. Après la virgule, on va être à l'intérieur de ce répertoire. À l'intérieur de ce répertoire, en fait, on va créer un fichier. Si l'on écrit database.db3, notre fichier qui du coup sera notre base de données, ça va s'appeler comme ceci sur l'application, sur le téléphone. Donc .db3, puisqu'on utilise en fait, on va utiliser SQLite version 3, c'est la version 3 actuellement, donc c'est l'extension de fichier par défaut. Hop. Donc là on a notre chaîne de caractères qui représente le fichier de base de données. Alors avant de poursuivre, on va du coup installer
dans gérer les packages en projet en haut dans votre menu, gérer les packages Nugget, installer l'extension SQLite-net-PCL. Donc moi j'ai déjà installé parce que ça prenait un peu de temps. Donc vous allez dans parcourir et vous écrivez, vous recherchez SQLite-net-PCL et vous n'aurez qu'à sélectionner celle qui a 5 millions de téléchargements. Donc voilà, SQLite.net. Donc une fois installé, on va pouvoir aller dans notre projet à droite dans l'explorateur de solutions, cliquez sur le nom de votre projet, clic droit, ajouter, nouveau dossier. On va créer un dossier qui va s'appeler Models. Dans ce dossier, on va pouvoir y ajouter une classe, clic droit sur le dossier classe. Du coup ici, en fait, dans notre dossier modèle, on aura toutes les classes qui vont représenter des schémas de base de données. Des tables en fait. Donc, si vous connaissez l'architecture MVC, c'est à peu près le même principe qu'on retrouve dans des frameworks comme dans ASP.NET, dans le framework Symfony avec PHP ou quoi. Donc du coup nous on va créer la classe user. Je crée la classe. Je vais directement rajouter le mot-clé public class user. Donc nous on va créer tout simplement pour l'exemple une table utilisateur. Je vais vous montrer d'ailleurs comment renommer comment ça fonctionne du coup. Il y a une notion de mapping avec SQLite, c'est-à-dire que le code C# va être converti en requête SQL, en fait, en requête de création de table, automatiquement par le package SQLite. Et on peut du coup mettre des attributs sur nos champs et sur notre classe. Donc un attribut en C#, ça se place au-dessus de la propriété que l'on souhaite modifier, avec des crochets. Ici, ce qu'on va utiliser, c'est l'attribut table, au-dessus de notre public class user. On va passer notre souris dessus, utiliser using SQLite. Entre parenthèses, ce sera le nom de la table. Alors par défaut, il doit sans doute prendre le nom de la table, le nom de la classe. Donc on aurait pu laisser ça comme ça, mais pour l'exemple, on peut dire que la table s'appelle par exemple people. Donc dans la base de données, SQLite va créer une table qui s'appelle pas user mais people. Voilà. Une base de données est relationnelle et donc elle a un ID unique. Donc forcément dans votre code il faut utiliser, créer une propriété ID unique. Donc getSet pour pouvoir la définir et l'obtenir en dehors de la classe. On ajoute un attribut au-dessus de ID. Ça va être notre clé primaire, donc à partir de là, il faut connaître des notions en SQL. Et auto-increment. Auto-increment, c'est-à-dire que lorsqu'on va ajouter un nouvel utilisateur dans la base de données, le premier utilisateur aura l'ID 1 sans qu'on ait besoin de spécifier. Le deuxième aura l'ID 2, le troisième l'ID 3. Si jamais on supprime l'utilisateur numéro 3 et qu'il avait l'ID 3 en auto-increment, et qu'on veut en ajouter un nouveau, et ben le nouveau n'aura pas l'ID 3 mais l'ID 4. Puisque l'ID 3 n'existe plus, mais ça ne réduit pas l'auto-increment. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Ensuite, on va créer du coup une propriété nom, ou enfin name, puisqu'on va rester sur une nomenclature anglaise. Toujours getSet. Et ici, on peut s'amuser du coup à utiliser des propriétés, des attributs divers comme maxLength. Donc, dans la base de données, il ne sera pas possible d'insérer un nom qui a plus de 100 caractères. Et ce nom doit être unique, c'est-à-dire que si on essaye de créer un utilisateur avec le nom, un même nom, on va nous envoyer une erreur. Donc voilà. Alors la suite, du coup, ça va être de créer un nouveau dossier dans votre projet, toujours dans l'explorateur de solutions. On clique sur projet, sur votre projet, ajouter nouveau dossier, repositories, donc dépôt en français, qui signifie du coup, enfin ce dossier signifie, et l'endroit où on va créer, des nouvelles classes, du coup ajouter classe, où on va créer des classes qui vont en fait manipuler nos modèles, notre modèle. Ici notre modèle user repository, user. Donc je crée la classe user repository. C'est ici qu'on va avoir les méthodes de création de la table utilisateur,
les méthodes d'ajout utilisateur, d'insertion, de modification, de suppression, tout ce que vous voulez. Donc moi, pour l'exemple, je vais tout simplement vous proposer, vous montrer deux méthodes, ajouter l'utilisateur et obtenir la liste des utilisateurs. Donc, user repository. On va créer un constructeur. Utilisateur repository, user repository, à chaque fois je me trompe. Hop. Voilà. Dans ce constructeur, on va passer un paramètre string dbPath. On utilisera en fait le dbPath que l'on a créé juste ici dans notre classe app. On va voir ça juste après. Et donc ici, il nous faut aussi une variable globale de type. Alors je vais utiliser le using SQLite. Et du coup, il nous faut un SQLite connection, async connection même. On va travailler en asynchrone. Pourquoi travailler en asynchrone? C'est tout simplement pour ne pas bloquer l'affichage utilisateur lorsqu'on traite de trop grandes données. Si on veut récupérer une liste de 10 000 utilisateurs, alors ça va figer l'application si on ne travaille pas de manière asynchrone. Donc ce n'est pas du tout les bonnes manières de faire. Alors, à l'initialisation, à l'instanciation de notre repository, il nous faut établir du coup la connexion à la base de données. Donc pour ce faire, on utilise notre objet, enfin on affecte à notre objet connexion tout simplement l'instanciation de lui-même, avec du coup le dbPath. Donc ici vous vous souvenez, on récupère le chemin de la base de données du fichier, et en fait grâce à cette instanciation, il va du coup créer le fichier de base de données s'il n'existe pas, ou bien tout simplement récupérer la connexion à celle-ci. Ensuite, à l'instanciation de cet objet, toujours, on va créer la table utilisateur si elle n'existe pas. Donc on utilise tout simplement la méthode createTableAsync utilisateur, user, pardon. Alors ici, c'est souligné en rouge puisqu'on l'a créé dans un dossier et du coup le namespace est application tutorial.models, vous c'est le nom de votre projet. Donc il faut utiliser un using. Voilà. Donc ici, en fait, ça va exécuter un create table if not exist. Donc si la table existe déjà, la table ne sera pas recréée. On va se rendre du coup dans le fichier app.xml.cs, créer une seconde variable globale. Cette fois-ci, elle sera vraiment globale à tout notre code. Donc on va créer public static utilisateur repository, alors pour que ce soit plus parlant aussi. Ici, on peut utiliser le mot-clé private si je ne m'abuse. Public static user repository, je me trompe, hop. Pareil, on va faire un using. Ici, application tutorial.repositories. Donc, on va utiliser, ajouter notre repository. Comme ceci. Voilà. Set. Alors set, on peut même mettre le set en privé. Pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser que dans la classe application. On va l'instancier que dans la classe application. On ne veut pas qu'en dehors de cette classe, on puisse le modifier. Et donc user repository égale new user repository de mon dbPath. Comme ceci. Donc en fait, on vous donne l'accès à toutes les méthodes de manipulation de base de données pour notre table utilisateur dans toute notre application. Donc on verra comment l'utiliser juste après, mais vous allez voir que du coup ça va être très pratique. User repository, on va créer la méthode pour ajouter un nouvel utilisateur. Alors, public. Ça va être une méthode asynchrone ici, qui va nous retourner une task.
Donc add new user async avec en paramètre le nom de l'utilisateur. Donc dans ce cas ici, le name. On va donc du coup créer une variable. Est-ce qu'on crée une variable result? Oui. Result. On affecte en fait 0 à notre variable result, puisqu'elle va nous servir à nous indiquer combien d'utilisateurs ont été ajoutés, puisque la requête d'insertion nous renvoie le nombre d'utilisateurs ajoutés. Et si jamais en gros il y a eu un problème, bien il y a eu, c'est qu'il n'y a pas eu d'utilisateurs ajoutés. Donc lorsqu'on va manipuler la base de données, il est préférable d'utiliser un try-catch pour gérer les exceptions. Donc dans le try-catch, on va utiliser une variable globale, que l'on n'a pas créée d'ailleurs. Donc en dessous de connexion, on va créer une autre variable globale, public string. Alors pareil ici, on va écrire en private pour que ce soit plus explicite. Statut message get set. Voilà. Alors, est-ce qu'on le met en privé? Je sais pas. Oh, c'est pas bien grave ici. On le laisse comme ceci. Dans notre try catch, du coup, le catch, on va écrire, enfin, on va affecter à notre message, du coup, $guillemets pour utiliser l'interpolation de chaîne et utiliser directement des variables dans ma chaîne de caractères. On va écrire le message, impossible d'ajouter l'utilisateur $non. Donc j'utilise les accolades pour pouvoir mettre une variable. On peut mettre /n pour utiliser du coup un retour à la ligne. Alors non, c'est effectivement la variable name, je vais pas y arriver. Erreur. Et là on utilise notre objet exception et sa propriété message. Donc voilà. On a géré l'exception, maintenant il faut gérer le cas où ça va fonctionner quoi. Donc, result égale await. Alors pourquoi j'affecte à result quelque chose? C'est parce que la méthode insert sync nous renvoie. Alors si je regarde, c'est pas celui-ci, donc new utilisateur user avec l'initialisation du coup d'objet name égale name. Voilà. Ici, voilà, retourne le nombre de lignes ajoutées à la table. Donc le résultat, du coup, sera égal à 1, dans notre cas, toujours. Ce que l'on va faire, du coup, juste après, c'est modifier notre statut message et marquer, par exemple, utilisateur ajouté. Et on met son nom, son name. Voilà. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez pour faire des tests. Si le nom est supérieur à 100, on met un autre message d'erreur, etc. S'il est vide. Donc après, ça c'est comme vous voulez. Ce que l'on va faire du coup, c'est la deuxième méthode. Et ensuite, on va tester notre application en créant des boutons. La deuxième méthode qui va donc être celle de récupération de la liste de tous les utilisateurs. Donc toujours la même chose. Donc pour la task, hein, j'ai rajouté using system.threading.task. Sinon ça ne fonctionne pas. Ici on renvoie en fait une liste d'utilisateurs, puisque la librairie SQLite nous permet d'utiliser la méthode toList. La méthode d'extension toList que l'on va voir juste ensuite. Tac. Il faut mettre un nom. Get all ou get users async, il nous propose, très bien, comme ceci. Ok. Alors, toujours de même, un try catch. On peut du coup copier le cache de tout à l'heure et on va marquer impossible de récupérer la liste des utilisateurs par exemple. Avec du coup on affecte bien
le nom X à notre objet exception. Ici, on va directement retourner le résultat. Await. Alors ici, hein, c'était juste une task, puisqu'on ne retournait rien ici, on ne retournait rien du tout. Alors qu'ici, on va retourner vraiment la liste d'utilisateurs, donc c'est une task qui est typée, qui contient du coup ceci, list user. On utilise notre connexion, on utilise notre table. Quelle table? La table ici, user. On spécifie bien le schéma, les parenthèses, et toList async. Si on regarde bien, voilà, en fait ça va retourner une interface qui est queryable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des requêtes dessus. Donc, ici sans condition, sans where, nous retourne un select étoile from user, que l'on convertit sous forme de liste. Voilà. Et dans le cas où une erreur s'est produite, il faut que l'on retourne quelque chose, sinon ça va pas fonctionner. On retourne donc une nouvelle liste d'utilisateurs vide. Voilà. Donc notre code est fait. On va pouvoir aller dans notre mainpage.xml. Et donc au niveau du design ici, ça va pas être, enfin je vais pas designer l'interface, je vais tout simplement créer une entry. Une entry du coup placeholder nom. Donc ici c'est pour mettre le nom d'utilisateur. Ensuite on va avoir le bouton pour créer un utilisateur. Texte égale, texte égale ajouter par exemple. Et un second bouton pour obtenir la liste des utilisateurs. Liste. On va à chacun de ces boutons, alors pareil, créer un label pour le statut message. Voilà, juste après, juste en dessous. Donc pour chacun de ces boutons là, de ces composants, on va lui ajouter un nom pour qu'on puisse y accéder en C#. Donc x2.name pour l'entry, ce sera new user. Pour le bouton d'ajout, ce sera x2.name égale new button par exemple, et du coup get button pour le bouton liste. Et enfin pour le label, ce sera en fait le statut message. Alors par contre oui, en camel case, je mets pas de lettres majuscules au départ. Statut message, comme ceci. On peut du coup utiliser la touche F7 ou clic droit, afficher le code pour se rendre dans le code de notre page. Et du coup créer, tac, un événement clicked. Donc on va retourner dans l'interface et générer l'événement clicked. Est-ce que ça va bien fonctionner? Ok, clicked. Tab, voilà. Alors moi je vais appeler ça plutôt on new button clicked, et sur l'autre bouton pour ajout de liste, on get button click. Donc on n'oublie pas de renommer aussi ici new button clicked, et on va créer directement la deuxième méthode on get button clicked. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ces boutons là? Lorsqu'on va créer un utilisateur, donc premièrement on initialise notre message, le statut de message à 0, pour voilà, lorsqu'on va créer plusieurs utilisateurs à la suite, le message soit bien réactualisé à chaque fois. On va ensuite utiliser donc await. Puisqu'on utilise des méthodes asynchrones, il faut aussi rendre nos événements click asynchrone. Donc on rajoute le mot-clé think sur chacun de nos événements. On utilise ensuite le mot-clé await. On va pouvoir accéder à notre objet app, puisque dans app, si vous vous souvenez bien, on a créé
une propriété statique, user repository, une propriété statique est accessible depuis n'importe où dans le code, sans qu'on puisse, grâce à notre classe app, sans qu'on puisse sans qu'on ait l'obligation d'instancier app. Là ici, on appelle juste notre classe, on fait point, on regarde les propriétés, hop, on a user repository. On utilise aussi encore le point pour accéder à ces méthodes, et on peut ajouter un nouvel utilisateur comme ceci, avec du coup le new user, notre entry, .text. On peut ensuite à la fin de après qu'on ait ajouté l'utilisateur, récupérer de manière propre le message, le statut message de notre classe user repository. Ça va fonctionner à peu près de la même manière dans l'autre bouton. On va du coup ici créer une liste utilisateurs, liste user, users, égale await app.userRepository .getUsersAsync. Tout simplement, on n'a pas de paramètres à passer, puisqu'on n'en a pas mis. Et ici, ce que l'on peut faire tout bêtement, c'est que pour chaque utilisateur, donc on fait une boucle for each user in users, on va tout simplement les afficher dans la console hein, pour voir si on les récupère bien. Donc, par exemple, on peut faire utilisateur user.id user.name. Voilà, après, quand vous aurez les données, vous ferez ce que vous voulez selon ce que vous voulez faire dans votre application. app.utilisateur repo.userRepo.statut message. Donc voilà à quoi doit ressembler votre code C# avant de lancer l'application. Si je vérifie bien, on ne devrait pas avoir de soucis. Ok, on va pouvoir créer du coup, lancer notre application pour la première fois. Donc là, ce qu'il va faire pour la première fois, je vais peut-être surtout, on va faire quelque chose de plus intéressant. Non, on aura pu faire une condition pour savoir quand est-ce que la base de données était créée ou juste utilisée si elle existe déjà. Mais du coup là j'ai pas fait, mais c'est pas très grave. On a donc lancé. Comme c'était la première fois, il a normalement créé la base de données, créé la table user qui est vide. Si j'ajoute du coup un nouvel utilisateur qui s'appelle John par exemple, alors ok. Alors il me semble que je peux pas, ok, je peux pas écrire avec mon clavier, comme j'ai bien joué ma VM, c'est pas grave. Ajouter. Un utilisateur ajouté de .john, très bien. Voilà, on ajoute un autre utilisateur. Ok, Dave. List. On regarde dans la console, donc dans la fenêtre de sortie, un John de Dave. Si je quitte l'application et que je la relance, et que je fais du coup de nouveau liste, je retrouve bien mes deux utilisateurs. Si j'en ajoute un troisième, par exemple, ajouter, liste, on a bien mes trois utilisateurs. Donc voilà, vous avez du coup pu mettre en place une base de données locale sur Xamarin. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez du coup compris comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous souhaitez avoir des petites informations sur des programmes, des logiciels de coding. Je partage pas mal de choses là-dessus, j'essaie d'être le plus actif possible. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.